Centre en retrait. Et but! Trezeguet! Le but en or! Trezeguet! วันนี้เมนสแตนสเปเชียลเซเลบทอล์ของเรานะคะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษเป็นอดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสนะคะคุณดาวิด เทรเซเก้ค่ะ Bonjour Bonjour, ça va ça va très bien, excellent, merci. Pour commencer à quel moment êtes-vous tombé amoureux du football pour la première fois La première fois, tout petit, bien sûr que dans le quartier où je vivais à Buenos Aires, avec les amis surtout, et on profitait du football. Et il faut dire que le football en Amérique latine, c'est plus qu'une passion. C'est même dans le contexte religion, sociale, culture. Ça fait partie de notre vie. Et c'est là que je commençais mes premiers pas, et surtout dans l'idée de m'amuser, de devenir avec le temps quelque chose d'exceptionnel. Parce que le foot unit, le football sur le plan social, culture, humain, se rapproche beaucoup. Et à partir de là, c'était mon idée avec le temps de devenir un joueur professionnel. Retournons en Argentine où tout a commencé au club Platense. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté Platense, ça a été mon club formateur. Ça veut dire mes premiers pas en étant tout petit dans l'apprentissage de savoir et l'idée d'un contexte beaucoup plus professionnel. Ça veut dire écouter ses coéquipiers, écouter ses entraîneurs. Un peu plus de discipline que quand on est sur la rue au quartier. Et bon, je profitais de beaucoup écouter, d'essayer de devenir quelqu'un d'important. Et Platense, ça reste le club, bien sûr, au cœur, mais surtout, c'était le club qui m'a donné la possibilité de faire mes premiers pas au niveau professionnel. Et, vous rappelez toujours le nom de votre premier coach Mon premier coach, c'était le Viejo Pérez, ça veut dire le vieux Pérez. Et quelqu'un qu'à l'époque, il était un homme très âgé. Mais bon, c'était la personne qui m'a vu, qui m'a fait connaître le sport d'un club social. Et voilà, c'est grâce à lui que je suis devenu par la suite un joueur beaucoup plus performant. Et un an après votre début professionnel, vous changez de cap direction l'AS Monaco. Oui, l'AS Monaco, c'est un changement dans tous les contextes. Ça veut dire avant tout la culture, l'idée de devenir un joueur beaucoup plus professionnel. Et dans un club, l'AS Monaco, ça a été toujours un centre de formation d'élite, où beaucoup de joueurs ils sont passés. Lilian Thuram, Emmanuel Petit, Thierry Henry, et plus au présent Kylian Mbappé. Et ça m'a beaucoup servi. Et Monaco, tout le temps dans l'idée de gagner des titres, tout le temps dans l'idée d'être protagoniste. Et bon, c'est le club qui m'a fini de former. Et en plus, voilà, connaître l'élite au niveau professionnel et aussi connaître tout ce qui est au niveau équipe nationale, avec les moins de 17, les moins de 20 ans, jusqu'à l'ère professionnelle. Et Monaco, ça reste toujours un club qui m'a beaucoup aidé, formé et surtout me montrer au niveau international. La première fois où vous avez été sélectionné, c'était dans quel contexte C'était 2 matchs amicaux. Et j'avais un coéquipier, ami, capitaine de cette époque, les moins de 17, c'était Thierry Henry,
puis on a joué ensemble à l'AS Monaco, qui m'a proposé, entre guillemets, venir rejoindre l'équipe nationale de la France. À l'époque, entraîneur Gérard Houllier, et un entraîneur d'un niveau exceptionnel, qui a tout gagné avec Liverpool, après avec son temps passé là-bas. Et c'est comme ça que voilà l'idée de porter le maillot bleu, de commencer mes premiers pas avec l'équipe nationale. Et ça a été quelque chose d'inoubliable. Parce qu'après, avec la suite, on gagne le championnat d'Europe en France, avec les moins de 17 ans. On dispute la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Malaisie. Et bon, la suite, c'est la convocation après avec l'équipe A. Mais ça reste des souvenirs parmi le maillot bleu exceptionnel. Il y avait eu une hésitation un peu au début entre l'équipe nationale de l'Argentine et l'équipe de France. Non, parce que quand je signe à l'AS Monaco, ça c'était plus une question diplomatique. Il n'y avait pas d'accord entre l'Argentine et la France. Et à 17 ans, il fallait choisir entre une nationalité ou une autre. Et moi, je pensais que par rapport à ma carrière, choisir la France, j'avais plus de possibilités, c'était beaucoup plus ouvert. Alors je décidais de reprendre le passeport français sans hésiter. Bon, la suite a fait que ça a été un bon choix. Racontez-nous vos souvenirs de la victoire des Bleus en 98 et surtout l'Euro 2000. Bon, la génération 98-2000, ça a été une génération unique qui, au niveau sportif, a tout gagné, mais qui, au niveau social, a beaucoup apporté dans un pays où on est tous conscients que de temps en temps, la classe sociale en France, c'est difficile à unir, non? Si on peut dire comme ça. Je pense que ça... Et 98 et 2000, on était tous conscients et on a vu que le football, le sport en général, unit tout un pays. Et voilà, et ça c'est plus au niveau émotionnel. Et moi, en 2000, après avoir gagné 98, on était dans l'idée de remporter, parce qu'on sentait nos qualités, de gagner la compétition et devenir la première nation au niveau Europe de faire le doublé. Et ça a été notre cas, et surtout avec une finale contre l'Italie, où l'Italie, avec l'OTAN, ça a devenu un peu le derby au niveau football. Et en même temps, voilà, au titre personnel, avoir la possibilité de signer, de marquer pendant la finale avec le Golden Goal. Et ça a été quelque chose de très fort. Déjà par rapport au niveau équipe, voilà, on a centré l'idée qu'on avait fixée, que c'était de gagner. Et au titre personnel, bon, marquer un but en plus beau, mais surtout qui donne la finale à cette équipe de France. La question suivante. D'accord. Oui, parce que c'est le moment inoubliable de l'Euro. Oui, c'est avec le temps, non? Avec le temps passé, ça reste le but plus important par rapport à moi. Et surtout, ça a été avec la chance de gagner la compétition. À partir de là, on reste très lié au résultat et final, que ça a été la victoire. De votre performance avec l'AS Monaco à la frappe du légende avec l'équipe de France, ensuite la Juventus Turin. Oui, tout de suite après, je signe en 2000 avec la Juventus, bon, un club très important qui soit en Italie, au monde, avec une histoire très particulière déjà au niveau famille, avec la famille Agnelli. Ensuite, avec des joueurs avec une qualité unique. Et Del Piero, Zinedine Zidane. J'ai eu la chance de jouer avec 3 ballons d'or. Zinedine Zidane, Fabio Cannavaro et Pavel Nedved. C'est quelque chose d'unique pour un joueur.
Et bon, et rester 10 ans, être l'étranger qui a resté le plus de temps à la Juve, aussi être l'étranger qui a marqué le plus. Finalement, avec la Juve, ça a été une histoire d'amour, si on peut le dire. Et un club qui m'a tout donné au niveau vie professionnelle, au niveau vie personnelle aussi. Un club avec beaucoup d'ambition, avec des joueurs d'élite. Et j'arrivais quand j'avais 20 ans, je repartis quand j'avais 30 ans. Ça veut dire que la plupart du mon temps, ça a été passé en Italie et ça reste un souvenir unique. En plus, quand l'équipe a descendu en Serie B, vous avez décidé de rester. Oui, en 2006, on a connu, entre guillemets, la malchance de disputer un championnat, plus pas pour une question sportive, sinon plus une question politique dans le football. Et voilà, et on se retrouvait un peu dans une autre histoire. Mais moi, je sentais le besoin de vouloir donner quelque chose au club. Et je décidais de rester. Ça a été une année pas évidente. Ouais. C'était difficile, mais et en une année, on a tout de suite monté de nouveau en première, en Serie A. Mais ça reste un bon souvenir, surtout par rapport aux supporters, par rapport au public. On sent un respect très très fort de la part de il popolo juventino, comme on appelle en Italie, et ça reste dans ma mémoire. Comme ex-champion d'Europe, pourquoi l'Euro est si spécial et excitant? C'est un tournoi où il faut dire que déjà les joueurs ils militent dans les championnats les plus importants. On sent que l'ambition de gagner cette compétition elle est très présente. Et il y en a beaucoup de pays avec l'ambition de gagner la compétition. Et à partir de là, c'est le haut niveau. C'est l'ambition de chaque pays et au niveau Europe de vouloir gagner. Et surtout cette ambition. Je trouve que c'est fort, c'est très important. Et surtout, après, il y a aussi tout un accompagnement de part des supporters. On voit en Allemagne chaque stade plein d'émotions, de l'ambiance, de l'envie de vouloir monter son niveau et gagner les matchs. À partir de là, ça reste une compétition très compétitive. C'est comme Kylian a dit que l'Euro est plus dur que la Coupe du Monde. Après, chacun son avis. Bien sûr que la Coupe du Monde... et ça représente l'idée totale du football, non? Tous les continents, des pays où l'ambition, mais surtout l'idée de jouer, c'est différent, et où l'image elle est différente, mais bien sûr que c'est aussi la Coupe du Monde, une compétition à gagner, une compétition à être présent et montrer ses qualités aussi. Comment s'évolue le foot pendant ces 2 décennies? Il y a une évolution, je pense tout le temps avec la même idée, gagner, être parmi les meilleurs, être parmi les meilleurs clubs. Bien sûr qu'il y a eu des changements, beaucoup plus dans la technologie. Après, c'est un autre discours si on est d'accord ou moins d'accord. Mais il faut dire aussi qu'après, à mon avis, après la pandémie, aussi il y a beaucoup plus de disponibilité. Et on voit qu'au niveau stade, c'est beaucoup plus plein, beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus d'émotion. Et ça c'est bien par rapport au football. Je trouve que le football, ça reste du sport, ça reste de l'idée sociale, l'idée culturelle, et à partir de là, le football il est en train d'évolutionner en manière très très forte. Qu'en pensez-vous de cette équipe de France pendant ce tournoi?
Mais l'équipe de France, depuis des années, reste une équipe déjà très très forte, avec cette ambition de vouloir gagner chaque compétition. Et si on fait mémoire, et cette génération, plus ou moins, elle est ensemble depuis 2016 en France, où on perd la finale contre le Portugal. 2018, il gagne la Coupe du Monde contre la Croatie en Russie. Après 2020, c'est un peu l'année où il y a des changements. Et après, 2022 au Qatar, une finale. Et je trouve que cette génération, il y a un entraîneur aussi qui accompagne cette évolution. Il y a en plus des joueurs qui militent dans les meilleurs championnats et les meilleurs clubs. Ça veut dire que dans l'ensemble, l'ambition d'aller jusqu'au bout, elle est présente. Et je pense que la France, elle est candidate à vouloir gagner la compétition. Pourriez-vous partager votre expérience que vous avez eue dans le championnat d'Europe? C'était en 2000 et 2004, n'est-ce pas? 2000 et 2004, mais bon, 2000 avec la victoire finale. Et 2004, on a connu l'échec par rapport à nos ambitions. Et on est éliminé contre la Grèce qui après remporte le championnat d'Europe en gagnant la finale contre le Portugal. Mais déjà, c'est des compétitions de haut niveau. Et il y a des joueurs avec beaucoup d'ambition. Ça veut dire que le niveau, il est très élevé. Et on ne peut pas se méfier des équipes. Il faut être tout le temps au top. Et à partir de là, c'est une compétition où il faut être prêt au moment prêt. Et à partir de là, j'ai eu la chance de la gagner, mais aussi en même temps de faire un parcours peut-être plus négatif en 2004. Mais c'est une compétition courte en même temps, parce que ça reste même pas un mois. Et il faut être efficace à chaque match. Et vos favoris? Et en premier, c'est la France, parce que je pense que c'est une équipe elle est complète dans tous les contextes, au niveau physique, au niveau mental, au niveau qualité joueur. Et après, bon, on peut pas oublier l'Italie, on peut pas oublier l'Espagne, on peut pas oublier les Anglais, les Belges, ils sont là aussi. Les Allemands? L'Allemagne, une candidate très très forte aussi. Voilà, je pense que c'est des nations où l'ambition, mais aussi leur histoire, il fait partie d'être tout le temps prêt à vouloir gagner ce championnat d'Europe. Et pour finir, le sport, le foot, il s'agit de la précision, comme votre montre. Quelques mots de cette aventure ensemble. Ma montre, moi, mon histoire avec Hublot commence en 2015, plus ou moins. Et en étant sponsor de la Juventus. Au moins, à cette époque, je me retrouvais ambassadeur du club. J'ai connu son CEO, Ricardo Guadalupe, et tout son staff. Et c'est là qu'on a commencé un peu dans l'idée de travailler ensemble, parce que je pense que le professionnalisme, la beauté, l'idée au niveau sport, au niveau football, au football, on avait un lien très très fort. Et à partir de là, on a décidé de commencer notre aventure, qui après il a continué jusqu'ici. Moi, je me sens très fier de faire partie d'une famille. Il faut dire que la famille Hublot unit le sport, mais surtout le foot. Et à partir de là, je suis très fier d'avoir Hublot avec moi, en étant, bien sûr, en étant un sponsor, c'est plus un mot marketing, mais plus sur le côté émotionnel, je suis très fier de faire partie de la famille. Ok. Merci. Merci. Attends.